Et salut à tous! Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu français mythique et révolutionnaire créé par un seul homme, Another World. Et avant de parler de Another World, on va commencer par s'intéresser au géniteur, le génial Éric Chahi. Vous connaissez Éric Chahi? Non. Né le 21 octobre 1967 à Hyères, dans l'Essonne, d'une mère art... Bon, ok, j'arrête. Le sieur Eric, donc, découvre les jeux vidéo dans les salles d'arcade à la fin des années 70, ainsi que l'informatique grand public de l'époque grâce à un ami de la famille dans un premier temps, puis à l'école. En 1983, après avoir testé l'Auric 1 du même ami de la famille, il se décide à casser sa tirelire pour s'en acheter un et passe tout son été à programmer 2 jeux, Frog et Carnaval. Toujours sur le conseil de l'ami, bon, de Alain, il s'appelle Alain, il les soumet au distributeur de l'Auric, qui, intéressé, lui propose 500 € ou une imprimante et 2 manettes. Vous vous doutez bien de ce qu'il a choisi. Enfin bref. Il décide d'arrêter ses études en première pour se consacrer à la création de jeux vidéo à plein temps, et après quelques jeux écrits en solo sur Auric et Amstrad, il est recruté par des anciens de Loriciel pour le compte de la société Chip, en tant que graphiste. 2 ans et quelques jeux plus tard, il propose son CV Apple QC de Delphine Software. On en a parlé dans la vidéo sur Croisière pour un cadavre, hein. Allez y jeter un œil si vous l'avez pas vu. Donc il cherche un graphiste. Et voilà comment il se retrouve graphiste et animateur sur le cultissime Les Voyageurs du Temps. Bon, voilà, on a raccroché les wagons, on va pouvoir s'attaquer à sa pièce maîtresse, et au sujet de cette vidéo, d'ailleurs, Another World. Dès sa mission chez Delphine Software terminée, Éric Chahi décide de se lancer dans un projet solo. En effet, il souhaite expérimenter le travail en totale autonomie, et se lance donc le défi de programmer de A à Z son propre jeu, ce qu'il fera en l'espace de 2 ans de travail intensif. Après l'avoir proposé sans succès à Virgin, il retournera voir Delphine Software qui acceptera d'être l'éditeur de ce jeu. Pour l'anecdote, quand je dis de A à Z, je devrais plutôt dire de A à Y. En effet, la musique d'intro, les quelques rares musiques d'ambiance et les sons sont le résultat du travail de son pote de lycée, Jean-François Freitas, mais on en reparlera. Donc, dans Another World, on incarne le personnage de Lester Knight Shakin qui... Allez, je résiste pas à vous laisser l'intro du jeu, on se retrouve juste après.
Et voilà, l'intro que vous venez de voir prendra environ 6 mois à être réalisée. Et pourquoi autant de temps, me direz-vous? Eh bien, cette intro a été pour Eric Chahi le test parfait pour tous les outils qu'il va construire pour programmer le jeu. Un éditeur de polygones pour créer tous les éléments du jeu, un éditeur de script pour pouvoir définir ce qui se passe et quand, et le moteur graphique évidemment pour afficher tout ça. Comme vous avez pu le constater, visuellement l'intro est tout en 3D face pleine. Et non, il n'y a aucune 3D dans le jeu. Par contre, 2 techniques vont permettre de donner cette impression. La première, c'est le rotoscoping. Eric Chahi, inspiré par la version animée du Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi, expérimente le rotoscoping courant 89 afin d'être capable de fournir au joueur l'expérience cinématographique qu'il veut pour son jeu. Le principe est relativement simple. On filme la vidéo de ce que l'on veut reproduire sur l'ordinateur, puis on affiche cette vidéo image par image dans un éditeur graphique et on reproduit chacune d'elles sur un calque. Dans le cas d'Another World, ce travail sera fait en intégralité sur un Amiga 500 équipé d'un boîtier de post-prod, connecté à un magnétoscope, avec des images qu'il aura lui-même enregistrées de lui-même sur son caméscope. La seconde technique, qui donne cette patte graphique si particulière, est l'utilisation des polygones. Là où les programmes de l'époque affichaient des bitmaps, des images toutes faites en somme, comme dans Dragon Slayer par exemple, Eric Chahi décide d'utiliser des polygones. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Eh bien, imaginez un triangle. Si jamais ce triangle est enregistré comme une image, eh bien déjà, informatiquement, c'est plus un triangle, c'est une image. Et ça fait une vraie différence, hein. Notre image va donc être définie par l'ensemble des points qu'elle contient. Dans notre exemple, ça veut dire que, schématiquement, on va stocker en mémoire les coordonnées et l'état de 50 pixels. En utilisant les polygones, on pourra d'ailleurs aussi parler de dessin vectoriel, notre triangle est défini par beaucoup moins d'informations, les coordonnées de chacun de ses sommets et le fait qu'il soit rempli et de quelle couleur. Pour l'époque, cette technique est révolutionnaire et n'a que des avantages. Comparé aux intros de l'époque, qui étaient très gourmandes en espace disque et en mémoire, comme par exemple l'intro de Cool World sur Amiga qui prend une disquette à elle toute seule, elle permettra de stocker sans stress toute la séquence en mémoire et de la jouer en un seul morceau, avec des mouvements fluides et rapides, vu que c'est finalement l'ordinateur qui y anime. Et oui, au global, on ne fait que déplacer des triangles informatiquement, on n'est plus en présence d'un dessin animé comme c'était l'usage à l'époque. Et du coup, le jeu complet tient sur une seule disquette de 1,44 mégaoctets. Pour les plus jeunes, on peut rentrer 22 222 disquettes de ce genre dans une clé USB de 32 Go. Ça donne l'idée, quoi. Allez, j'arrête avec la technique, c'est promis. Niveau scénario, une fois l'introduction passée, il va falloir observer, analyser et comprendre vous-même ce qui se passe. Pas une ligne de texte, pas une parole prononcée, enfin si, mais rien de compréhensible. Charge à vous, le joueur, d'assembler les pièces du puzzle afin d'essayer de donner du sens à ce que vous êtes en train de vivre. Un parti pris osé mais terriblement immersif à une époque où les jeux utilisaient beaucoup le texte pour expliquer le monde et la raison d'être du joueur. Comme vous pouvez le voir, graphiquement, le jeu est très cohérent et plutôt déprimant. Dans un environnement de SF futuriste, ou pas, on sait pas vraiment en fait, on va aller du bleu au gris et c'est à peu près tout. Et c'est tout à fait normal encore une fois, hein. C'est bien ce que Eric Chahi a cherché à obtenir, un monde minéral, malaisant, où vous devez vous méfier du noir, pro-type, mais surtout un monde dans lequel on n'a aucun repère et qui laisse de facto pas mal de place à l'imaginaire. En ce qui concerne les animations, l'utilisation des polygones permet au jeu de tourner correctement sur les plateformes de l'époque, Amiga, Atari et PC. L'expérience du jeu est de plus sans couture, comme on dit, grâce au fait qu'il n'y ait que très peu d'accès au support, ce qui permet de toujours rester dans l'action. Pour la petite histoire, pour ma part, j'ai joué à ce jeu pour la première fois sur un 386 SX25, et sans être fou, c'était tout à fait jouable. Bon, pas vous mentir, hein, ça a été beaucoup mieux dès lors que j'ai eu un 486 DX266, hein, mais bon, voilà. Les sons et musiques sont l'œuvre de Jean-François Freitas, comme évoqué au début de cette vidéo, ce dernier ayant déjà travaillé avec Eric Chahi sur la musique du Pacte, sur Amstrad. Fait amusant, les sons ont été créés de manière totalement empirique sans avoir aucune connaissance sur le sujet. Autant dire que lors de la conception, pas mal d'objets du quotidien, de fruits et de légumes ont dû être maltraités afin d'arriver au résultat qu'on a sous les yeux. Quant aux musiques, elles ont été conçues au départ sur Amiga, puis remasterisées pour la version que vous avez entre les oreilles.
Mais ce sont ces dernières, les musiques, qui vont le plus changer suivant les versions du jeu, surtout à partir du moment où il va être porté sur les consoles de salon de l'époque, notamment avec Interplay en charge des portages pour la Mega Drive et la Super NES, qui voulant remplacer la musique d'intro, subira les foudres et le vidage en règle du papier de leur fax grâce à une astuce de Eric Chahi, le fax circulaire. Pour l'anecdote, ce sera l'éditeur du jeu, Delphine Software, qui convaincra Interplay de conserver cette musique. En ce qui concerne le gameplay, le jeu est dur par rapport au standard actuel, on est à 1000% dans un bon vieux Die and Retry à l'ancienne. Cela dit, il n'en est pas moins assez court, et ce même avec la version 20e anniversaire, qui reprend la version PC avec le niveau supplémentaire par rapport aux autres versions. Pour pimenter un peu l'ensemble, il a été ajouté dans cette version 3 niveaux de difficulté, dont un plus élevé que celui du jeu original. Sinon, niveau maniabilité, une fois qu'on s'est habitué à l'inertie du personnage, le tout fonctionne plutôt bien, et l'absence de vie permet de peaufiner son enchaînement autant de fois que nécessaire pour passer au tableau suivant. Bon alors au final, ce jeu, il vaut la peine ? Je le dis souvent, mais là, c'est encore plus vrai. Si vous n'y avez jamais joué, vous devez le faire. Ce jeu est une légende, son auteur est une légende, et une légende française du jeu vidéo, il n'y en a quand même pas tant que ça, hein. En plus, ce ne sont pas les versions qui manquent, que ce soit les versions originales sur ordinateur ou console, les remakes faits pour les 15 ans et les 20 ans par Pix'n'Love, les versions mobiles, ou bien celles pour les consoles next-gen, mis à part si la seule machine dont vous disposez chez vous, c'est un toaster, auquel cas je sais pas comment vous faites pour regarder cette vidéo, félicitations. Je vois quand même pas bien comment ce qui pourrait vous empêcher de le faire, quoi. Et chantilly sur la cerise, sur le gâteau, pas besoin de partir à la chasse pour en trouver une version, pour un peu moins de 10€ sur Steam, vous pourrez vous procurer la version 20e anniversaire qui offre la possibilité de jouer au remake ou à la version originale. Sur ce, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à la prochaine.